l'histoire des villes est très très liée à l'histoire de l'eau. Au début, il y avait l'eau, puis ensuite est arrivé l'homme, et l'homme, il s'est installé au bord de l'eau. Alors, il s'est installé au bord de l'eau parce qu'il avait besoin de l'eau pour vivre, mais aussi parce que l'eau, c'était la voie de circulation, parce que l'eau, c'était une façon de se débarrasser de ses déchets. On avait déjà, à l'époque du néolithique, des problèmes de gestion des déchets et des eaux usées. Et puis, quelques millénaires après, quand on a commencé à se regrouper dans des espaces, dans des communautés un petit peu plus nombreuses, donc quand les villes ont commencé à apparaître, eh bien, l'eau a joué un autre rôle, c'est-à-dire que le point de passage de l'eau, le gué, le pont, le port, était un endroit de passage obligé. Donc c'est un endroit d'interaction sociale, un endroit d'interaction économique, un endroit où on peut faire du commerce, ce qui fait que la plupart des villes sont nées dans un endroit un peu particulier au bord d'une ville. Ça peut être une confluence, ça peut être un gué, ça peut être un endroit où on pouvait se protéger de ses ennemis parce qu'il y avait une falaise, ça peut être un port, enfin, quelque chose qui était particulier. Il suffit de prendre un dictionnaire, de regarder le nombre de villes dont le nom commence par Ponta quelque chose, et vous vous rendrez compte à quel point l'eau est liée à la création des villes. Alors, ça c'est une implication directe sur laquelle on reviendra tout à l'heure, que je vous demande de vous souvenir, c'est que le germe de la ville est toujours au bord de la rivière. Au bord de la rivière, c'est-à-dire au point bas. Un autre aspect des relations entre l'eau et la ville, je vais l'illustrer sur l'exemple de Beauvais. Alors, si vous me demandez pourquoi Beauvais, je vous réponds pourquoi pas Beauvais. Il n'y a aucune raison particulière, hein, c'est comme ça. Je ne me souviens absolument pas pourquoi j'ai choisi cette ville. Alors, pour essayer de vous situer Beauvais dans son image historique et actuelle, vous avez ici le Terrain, donc, qui est la rivière principale, qui reçoit deux affluents, la Velon et la Liovette. Donc, Beauvais a été créé finalement à la confluence de ces trois rivières. Vous allez reconnaître ici le castrum, qui était la partie fortifiée de la ville moyenâgeuse, et puis la partie grise, qui était la partie principale de la ville également au Moyen-Âge. À l'époque où cette carte était faite, là, on avait construit un canal, c'était à peu près au 7e siècle, qu'on appelle le canal Gonard, pour amener l'eau dans la ville. Je reviendrai un petit peu sur cet aspect tout à l'heure. Alors, je remontais un petit peu dans le temps par rapport à cette image. Je remontais à l'époque romaine, encore une fois. Donc, vous savez comment la ville de Beauvais a été créée à l'époque par les Romains. Donc, les Romains, ils avaient une façon de faire les villes qui était très intéressante. Hein. Ils traçaient un axe nord-sud, qui était le Cardo Maximus, et puis un autre axe est-ouest, qui était Decimanus. Alors, vous voyez, c'est un peu penché, parce qu'en fait, il s'orientait à la boussole, et pas sur le nord magnétique, et pas sur le nord géographique. Et donc, vous avez ici le tracé des anciennes voies romaines. Donc ça, c'est la création de la ville. Ça, c'était des rues, au moment où la ville a été créée. Le temps passe, on arrive... alors, j'ai avancé un peu vite. On arrive au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une époque très particulière en ce qui concerne l'eau. L'eau est centrale en ville. Alors l'eau, on pense au moulin, bien sûr. Hein. L'eau permet de produire de l'énergie. Mais l'eau dans la ville, au Moyen-Âge, ce n'est pas uniquement les moulins. C'est aussi l'industrie. C'est l'industrie parce que l'industrie principale, c'est celle du tissu. Et tous les tissus nécessitent de l'eau. Donc ça peut être de l'eau de très très bonne qualité, pour garder la laine par exemple, ou ça peut être de l'eau très, très chargée en matière organique pour le cuir en particulier. Et donc l'eau doit être présente dans la ville, c'est une époque un peu instable, et comme l'eau doit être présente dans la ville, parce qu'il faut protéger ces industries des bandits ou des pirates qui sont susceptibles de venir attaquer les zones, les faubourgs qui sont à l'extérieur. Donc on fait rentrer l'eau dans la ville. On fait aussi rentrer l'eau dans la ville parce que le transport se fait essentiellement par voie fluviale, par des bateaux. Les bateaux font très plat, pratiquement toutes les rivières sont canalisées et le transport arrive jusque dans la ville. Et puis l'eau, c'est aussi la source de nourriture. À l'époque, on mange essentiellement du poisson, et des poissons, essentiellement du saumon là où il y en a, mais aussi beaucoup de poissons blancs, du carpe, de la tanche, et donc qui sont élevés dans les douves, qui sont l'espèce de grand canal qui ceinture la ville, qui sert de protection, qui sert d'usine d'épuration, c'est une lagune en fait, mais qui sert aussi de garde-manger, parce que c'est là qu'on élève le poisson. Il faut imaginer que la densité de canaux dans la ville moyenâgeuse, par exemple à Beauvais, c'est à peu près 2 à 3 fois la densité de canaux actuelle à Venise. Dans certaines villes, c'est même beaucoup plus. L'eau est partout présente en ville. Et donc, qu'est-ce que l'on observe? Tout ce qui est en bleu, ici, c'est des canaux.
la ville a été transformée en une espèce de grand circuit d'eau, et les voies romaines ont été transformées, alors pas toutes, parce que les canaux, ben, ils ont une exigence, il faut que ce soit plat, et que ce soit dans les points bas. Ça aussi, c'est une chose dont il faudra vous souvenir tout à l'heure. Donc, vous voyez que le Cardo Maximus, on le retrouve ici, par contre, l'axe est-ouest, lui, ben, il était en pente, et on n'a pas pu le transformer en canal, il a fallu faire un circuit un petit peu plus compliqué. Et si on regarde la ville moderne, ça c'est une image très très moderne, c'est Google Earth. Alors, je ne sais pas quand date la photo, hein, je n'ai pas la date, mais sans doute assez récente. Eh bien, on retrouve tous ces éléments. On retrouve la ceinture, ce qui était anciennement les Douves. On retrouve les deux axes romains, et on retrouve tous les canaux. Et donc, il ne faut pas s'étonner, si on est hydrologue, si on me pose la question quels sont les endroits qui sont inondés, abreuvés quand il pleut, je peux vous dire là, là et là. Partout où il y avait de l'eau, l'eau va revenir. Donc, si on a cette lecture de la construction de la ville, de la pérennité des axes de circulation, de la pérennité de la structure même de la ville, eh bien, on se rend compte que finalement, il faut connaître le passé pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le troisième exemple que je pouvais prendre, c'est plus pour l'aspect réseau, la façon dont on a structuré les villes avec des réseaux à partir du XVIIIe ou XIXe siècle. Il faut imaginer que la ville du XVIIIe siècle, elle fonctionnait en ce qui concerne l'eau. On a l'impression, enfin, toutes les villes ont fonctionné. Toutes les civilisations, depuis l'origine des civilisations, on a inventé des solutions pour gérer l'eau. On a l'impression que c'est nous qui les avons inventées il y a 200 ans, c'est pas vrai. Dans la ville du XVIIIe siècle, il y avait des solutions extrêmement élaborées pour gérer l'eau. Il y avait des porteurs d'eau. À Paris, on distribuait 17 ou 18 espèces d'eau différentes. On n'utilisait pas la même eau pour faire la vaisselle que celle qu'on utilisait pour faire la lessive, ou que celle qu'on utilisait pour boire, pour prendre un bain. On n'allait pas la chercher à la même fontaine. La fontaine de Maubuée, par exemple, bien connue à Paris, elle est, alors pour ceux qui sont un peu occitans, elle faisait de la mauvaise bujade, de la mauvaise lessive. C'était une eau qui n'allait pas pour faire la lessive, donc il ne fallait pas l'utiliser pour ça. Donc il y avait un système de distribution d'eau qui était extrêmement élaboré, avec des gens qui vous montaient l'eau à tous les étages. Alors, ce système, il apportait pas forcément un confort très grand. Il y avait plein de petits métiers. Alors, en période de chômage, on pourrait peut-être y penser, mais il y avait des métiers intéressants. Alors, il y avait l'ancêtre de l'éboueur, c'était le gratteur de caniveaux, là, qui nettoyait les caniveaux. Il y avait un métier très intéressant, c'est le traverseur pour dames. Quand il pleuvait, il y avait tellement de boue dans les rues qu'on salissait les chaussures en traversant le caniveau. Et donc, il y avait des gens dont le métier était de porter les dames d'un côté de la rue à l'autre pour les empêcher, leur permettre de traverser sans se salir. Et puis, il y avait des problèmes d'insalubrité. Hein, donc, le caniveau central, ou l'égout de la rue, qui était déjà un égout de la rue, servait aussi à évacuer les eaux usées. Le pot de chambre passait par la fenêtre, et c'était quelque chose qui était pas forcément très agréable, ni sur le plan de l'odeur ou du plaisir de vivre, mais non plus sur la santé. Donc, à partir de 1800, du début du 19e siècle, ça s'est augmenté, en accéléré depuis à partir de 1850, est apparue une idée, un mouvement qu'on appelle le mouvement hygiéniste. Ce mouvement hygiéniste, je ne veux pas en dire du mal, hein, parce qu'il a donné naissance à une grande association qui est l'AGHTM, l'Association Générale des Techniciens Hygiénistes Municipaux, qui est venue après l'AST, dont j'assurais pendant longtemps les fonctions de vice-président en charge de la recherche. Donc je pense que c'est un mouvement qui était bien constitué et qui survit aujourd'hui. Et sa fonction, c'était de mettre en relation la santé publique avec le fonctionnement technique de la ville, et en particulier la gestion de l'eau et des déchets. Le problème, c'est qu'au moment où ce mouvement hygiéniste a été créé, eh bien, il a été créé sur deux idées fausses. La première idée fausse, c'est que les maladies proviennent de miasmes. Les miasmes, c'est des petits... Alors, Pasteur n'est pas encore passé par là, hein. Pasteur, c'est 1870. Les miasmes, c'est des petits animalcules qui vivent dans le sol et qui sortent quand le sol est mouillé. Donc, il faut empêcher l'eau de rentrer dans le sol.
Et pour empêcher l'eau de rentrer dans le sol, il faut mettre une peau à la ville. Il faut rendre la ville imperméable. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est ce qu'on paye encore aujourd'hui, rendre la ville imperméable. En 1860, l'Académie des sciences envoie une mission en Écosse pour rencontrer un monsieur qui s'appelle MacAdam, qui va devenir Sir MacAdam, qui va être anobli par la reine, et qui a inventé un revêtement à base de cailloux et de houille qu'on tasse et qui rend les rues imperméables. Alors, la mission de l'Académie des sciences ne revient pas du tout enchantée, et comme elle ne revient pas enchantée, elle dit non, nous on va mettre des pavés. C'est très très bien, parce que moi je viens d'un petit village à côté de Guéret, dans lequel il y a eu les plus grandes carrières de pavés de granit qui ont permis de mettre des pavés partout dans Paris, donc ça a assuré la richesse de cette région pendant un grand moment, mais on va en tout cas mettre des pavés dans les rues pour imperméabiliser la ville, dans le but d'empêcher les miasmes de sortir. Puis la deuxième idée fausse, c'est une analogie entre la circulation du sang dans le corps humain et la circulation de l'eau dans la ville. Alors, Ward, en 1852, c'est un médecin qui prononce ce discours à l'Académie royale des sciences de Londres. En fait, il vient de la même université qu'Harvey, 100 ans avant, qui a inventé la circulation sanguine. Donc, bon, l'analogie est peut-être encore plus forte à cause de ça. Vous voyez cette idée. Si j'empêche le sang de circuler dans un membre, le membre, il se gangrène, il devient malade. Donc, si j'empêche l'eau de circuler dans la ville, le quartier de la ville se gangrène et devient malade. Et donc, il faut que l'eau circule de façon incessante. Il faut un système artériel, qui est le système d'apport de l'eau potable. Il faut un système veineux, qui est le système d'évacuation des eaux usées. Et citernes et fosses deviennent deux formes de stagnation, donc sont éliminées. Citernes et fosses, c'est comme ça qu'on gérait avant l'eau. L'eau potable, ben, c'était des citernes, on récupérait l'eau de pluie, en fait, les 5 fois volume d'eau qui tombent sur la ville, qui permettent de diluer le pastis, on peut les récupérer directement dans des citernes. Et puis, bien, les eaux usées, donc en particulier les excréments, on les récupérait dans des fosses qui servaient d'ailleurs à fabriquer de l'engrais, la poudrette, qui était un des engrais les plus recherchés. Et la charge du grand voyer, le grand voyer, c'était pas celui qui s'occupait, c'était pas le ministre des routes, c'était celui qui s'occupait de la poudrette, c'est-à-dire qui s'occupait de fabriquer de l'engrais à partir de la merde. C'était une charge pas très noble, mais très très bien payée, parce qu'il rapportait beaucoup d'argent. Donc voilà les fondements du mouvement hygiéniste. Et voilà ce qui a structuré nos villes, les rendre imperméables et mettre des réseaux partout. C'est aussi l'époque du centralisme. L'époque du centralisme, alors la Révolution, Napoléon Ier, Napoléon III, vous voyez bien toute cette époque. Hein. L'étape de la loi, c'est tout le monde égal devant la loi, mais aussi tout le monde égal devant le risque. Pour être sûr que tout le monde est égal devant le risque, la meilleure façon, c'est de distribuer à tout le monde la même eau venant du même réseau public. Donc ça, c'est un élément très très fort aussi pour développer ce système. C'est l'époque de Jules Verne. La science et la technique peuvent tout résoudre. À l'époque, on se pose des questions sur la pollution de la Seine, il n'y a pas de souci, on va faire un collecteur qui ira jusqu'à la mer. On arrivera de toute façon toujours à trouver des solutions techniques. Alors, la façon dont on raisonne est très très différente de notre époque. Ça, c'est issu d'un livre qui s'appelle Comment nos grands-pères imaginaient l'an 2000, qui a été publié en 1900. Alors, c'est très intéressant, vous voyez tous les tuyaux, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le tuyau d'égout, il y a le tuyau d'eau, il y a le tuyau de la lumière, ici, bon, EDF a fait plus petit. Vous avez ici le tuyau des télés, le tuyau de la musique, et ici le bureau des télés, on avait inventé, je ne sais pas ce que c'était les télés, je pense que c'était les télégrammes, enfin, on avait en tout cas inventé la télévision par câble, hein, puisque la musique et le théâtre passaient aussi dans des tubes. On avait inventé le tube mètre, on en pouvait mettre tout ce qu'on voulait, on avait la compagnie alimentaire. La compagnie alimentaire et le restaurant, c'était le terminal des tuyaux. Donc voilà comment, en 1900, on imaginait l'an 2000. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que les gens qui ont inventé des systèmes techniques qui fonctionnent aujourd'hui dans les villes ne raisonnaient pas tout à fait comme nous, enfin, ce qui est logique. Hein. Donc peut-être qu'on peut leur accorder un crédit, certain, mais pas forcément total. On peut peut-être remettre en cause certaines des hypothèses et certaines des conclusions auxquelles ils sont arrivés. C'était l'époque du colonialisme, on avait de l'argent, il y avait quelques pays qui vivaient au crochet de toute la planète, hein, et puis cet argent, on savait le placer sur du long terme. C'était du capitalisme à long terme. Hein. Lorsqu'on a créé M. Général des Eaux, M. Compagnie Générale des Eaux, M. Lyonnaise des Eaux, la rentabilité n'était pas immédiate, c'était 20, 30, 40 ans, on investissait pour ses petits-enfants. Donc
On a inventé aussi l'école. Parce que, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en 1800, à l'époque romaine, on consommait 600 à 800 litres d'eau par jour, mais à l'époque, au XVIIIe siècle, on n'en consommait plus que 15. 15 litres d'eau par jour. On se lavait 2 fois dans l'année. On faisait sa toilette de printemps, c'est l'époque, hein, et puis on faisait la toilette d'automne. Quand je dis on faisait cette toilette, ça veut dire qu'on quittait ses vêtements d'hiver, on se lavait, on lavait ses vêtements, on les rangeait, on mettait ses vêtements d'été, et on les gardait jusqu'au mois de septembre. Donc on rentabilise pas beaucoup les réseaux d'eau comme ça. Donc c'était bien que Jules Ferry arrive et qu'il dise, messieurs les hussards de la République, messieurs les instituteurs, vous regarderez les mains et les genoux de vos élèves, tous les matins doivent être propres. Apprenez à vous laver. L'hygiène publique a beaucoup fait pour la diffusion et la réussite des réseaux d'eau. Puis on savait fabriquer. Voilà. Et à l'origine, ce qu'on a inventé, le système qu'on a inventé pour gérer les eaux, c'est un système qui était inventé pour gérer les eaux de pluie. Le réseau d'assainissement, c'était le tout à l'égout, c'était l'égout de la rue qu'on a mis en sous-sol. C'était ça. Et ce n'est qu'après qu'on a utilisé ce système pour gérer les eaux usées. Bien après. Quelques dizaines, vingtaines, trentaines d'années après. Quand je dis bien, ça paraît proche de notre époque. Mais lorsqu'on dit c'est long pour changer les technologies, peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on trouvera que c'était pas aussi long que ça. Voilà. Et ça explique que 150 ans après, on est toujours dans une logique de gestion par le tout tuyau, aussi bien pour alimenter en eau que pour évacuer les eaux. Avant de passer à la deuxième séquence, pour vous reposer un petit peu de ce que je vous ai expliqué, qui s'appelle Zzz. Et dire, j'étais venu pour arroser mes salades. Ben vous voyez, c'est le ciel qui s'en occupe. Dites, vous imaginez le voyage d'une de ces gouttes de pluie? Ah bah très bien, oui. Elle tombe dans mon jardin, elle arrose mes salades et elle s'évapore pour retomber ailleurs. Celle-ci, oui, mais l'autre. Celle qui tombe pas dans votre jardin, mais qui tombe dans ma rue. Et ben elle tombe dans votre rue, elle vous arrose pas parce que vous êtes à l'abri ici avec moi, et elle s'évapore pour retomber ailleurs. Non, elle s'évapore pas. Elle va au tout à l'égout. C'est quand même dommage. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Elle est sale, de toute façon, cette goutte d'eau. Elle est pas sale. Elle devient sale lorsqu'elle coule dans les égouts, les caniveaux, c'est pas pareil. Mais c'est pas grave, de toute façon, elle est nettoyée dans la station d'épuration, et hop, c'est reparti. Non, les stations d'épuration ont une capacité limitée. Quand les pluies sont trop fortes, elles sont obligées de rejeter l'eau sans la nettoyer. Mais c'est pas méchant, c'est que de l'eau de pluie. Ah, c'est de l'eau de pluie qui s'est mélangée à des eaux usées. Et tout ça se retrouve dans nos rivières. Alors qu'est-ce que vous suggérez, monsieur Je sais tout? On fait plus de tout à l'égout, c'est ça? Ah bah ça va être sympa de circuler quand il y aura des jours d'orage. On va avoir de l'eau jusqu'aux genoux, les gens vont aller au boulot en cuissarde. Bah, pas si on arrête de faire des villes complètement imperméables. D'accord. Alors vous êtes pour revenir au chemin de terre en ville. Ah, bravo, bravo, c'est moderne, bravo. Vous savez, les égouts, c'est pas si moderne que ça, hein. Le gramophone, le Minitel, la télé noir et blanc, ça aussi, ça a été moderne. Et pourtant, on est passé à autre chose. Bon bah qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, on peut être moderne et réfléchir. Par exemple, on peut faire des jardins de pluie. Des jardins de pluie? Oui. On remplace un petit bout de sa pelouse par une petite mare avec des plantes aquatiques qui aiment bien recevoir l'eau de pluie. Ça stocke l'eau, en plus c'est joli et ça attire les... Les libellules? Ouais. Non mais c'est très bien tout ça, mais en ville il peut pas y avoir que des jardins, ça circule. Bah, plutôt que faire des rues avec des goudrons imperméables, on peut les faire avec des pavés qui laissent passer l'eau. Hein. C'est votre petit côté révolutionnaire ça, hein? Sous les pavés, la plage? Non, c'est mon petit côté égalitaire. C'est pour que la goutte d'eau qui tombe dans ma rue soit aussi bien traitée que la goutte d'eau qui tombe dans votre jardin. C'est très beau ce que vous venez de dire là. J'en pleurerais d'émotion. Ouais, bah, pleurez pas trop quand même, parce que vos salades, elles aiment pas l'eau salée. Hein. Ah oui, merci. C'est gentil de penser aussi à mes salades.